c'est un frère que je viens de découvrir, un frère appartenant à notre continent, et dont nous sommes du reste très fiers. Alors j'aimerais dire que j'ai eu l'occasion de connaître un frère à moi. Je vous souhaite bon vent et bonne mère dans votre entreprise. Merci. Et sachez, cher ami, que vous pouvez mon amitié agissante, et nous ferons tout pour que vous réussissiez dans votre mission. Et sentez-vous chez vous, au Maroc, vous êtes chez vous. Merci beaucoup. Merci, monsieur le professeur. Monsieur aussi, cher auteur professeur et colonel à la fois. Je voudrais, à l'entame de cette séance de lecture académique, exprimer d'abord à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste et le protège, toute ma gratitude, parce que si nous sommes là aujourd'hui, comme vient de le dire le professeur, c'est grâce au royaume du Maroc. Et le royaume du Maroc qui a porté en 1961 une vision de doter l'Afrique d'un centre régional de formation et de recherche. Et cette vision a été concrétisée à travers le feu Hassan II, que Dieu l'ait à miséricorde, qui a tout fait pour qu'au niveau de l'Union des Nations Unies, plus précisément l'UNESCO, le centre voit le jour le 22 novembre 1962. C'est important de souligner le rôle stratégique, le leadership marocain dans la mise en place de ce centre où nous sommes aujourd'hui. Après la mise en place de ce centre, Sa Majesté, depuis son intronisation en 1999, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste et le protège, a mis en place ou a défini la haute vision royale de la coopération sud-sud, qui est aujourd'hui un chantier sur lequel l'organisation travaille. Donc c'est pour ça c'est également important d'exprimer ma reconnaissance. Le troisième élément de reconnaissance, c'est que là où nous sommes, vous avez dit, c'est une belle infrastructure. Cette infrastructure a été réalisée aux frais du royaume du Maroc. Donc c'est sous la haute vision. Donc c'est grâce à la haute vision royale que l'infrastructure où vous êtes est réalisée. Donc, et je l'appelle depuis que moi j'ai été élu le 9 juillet 2024, ici dans cette salle, la maison de l'Afrique, la maison de la transformation de l'Afrique. Et comme le professeur l'a dit, il travaille au CAFRAD. Le CAFRAD aujourd'hui est un instrument pour accompagner les États dans le domaine économique, politique, social, géopolitique, et à travers la formation des leaders impactants, à travers également la recherche, l'innovation et bien d'autres métiers, notamment l'accompagnement rapproché, personnalisé des décideurs africains en vue de prendre des décisions qu'il faut pour le continent africain. Donc ici nous sommes, moi je suis l'intendant, c'est pour vous dire que je suis l'intendant et que c'est grâce à tous les États africains qui ont concouru à la mise en place de cette infrastructure sous le leadership du royaume du Maroc. Et comme je l'ai dit hier, où on a fini un congrès, le Maroc va continuer à assumer ce leadership comme une locomotive pour la transformation du continent africain, parce que l'Europe s'est bâtie avec deux piliers, l'Allemagne et la France. Il faut que le Maroc ait également cette vision et je ne cesserai également de l'exprimer. Alors la séance de cet après-midi, je voudrais maintenant remercier l'auteur qui nous a réunis, puisque c'est grâce à lui que nous sommes là aujourd'hui, qui, de par ses expériences, de longues et de riches expériences, a pu écrire la sécurité maritime au Maroc, enjeux, défis et perspectives dans l'espace méditerranéen atlantique. Il est important de souligner le travail colossal parce que ce n'est pas facile d'écrire. Et quelqu'un qui écrit, je crois qu'il est important de le féliciter. Je voudrais également féliciter le professeur juriste qui est mon moyen dans le métier et remercier également les partenaires très rapprochés sur qui je compte depuis que je suis arrivé. Ils sont dans la salle. Il y a la présidente de l'association
l'amitié franco-africaine et marco-africaine qui est, depuis que je suis arrivé, on s'est vu, je crois, une fois ici l'année dernière, au début de l'année 2025, c'était au début de l'année 2025, à cette même salle et qui, spontanément, a eu confiance en moi et on a commencé à collaborer. Donc elle est dans la salle, je voudrais qu'on lui fasse un bas, même si on ne la connaissait pas, je voudrais lui exprimer toute ma gratitude. Elle est dans la salle, la présidente de l'association pour l'amitié maroco-africaine. Donc c'est pour vous dire, comme le professeur vient de le dire, il y a des gens dans la salle sur qui je compte. Et ce soir, avec monsieur Mokta qui travaille en bureau, ils ont également amené à cette séance un grand monsieur, un grand leader que vous avez salué, qui est Cheikh dans l'Angara qui veut dire, et le shérif, donc qui veut dire une grande personnalité qui est venue du Sénégal. Je voudrais également saluer leur président, ils sont deux. Je voudrais également saluer leur président, il y a son collaborateur qui a apporté, je le salue également. Je salue le professeur Moussa qui m'a permis, comme un canal, de découvrir le monde marocain, aussi bien socialement que académiquement, parce que au-delà de notre rencontre ici au CAFRAD ou à l'université, le professeur Moussa m'a fait l'honneur, je crois l'année dernière, de m'amener dans sa famille lors d'une cérémonie familiale très intime. Pourtant, il m'a fait rentrer dans la famille où j'ai été initié à tous les rites marocains et même arabes. Donc c'est important de dire que l'amitié franco-africaine, c'est l'aspect concret qui est matérialisé à travers le professeur et tous ceux qui l'accompagnent, tous les professeurs qui l'accompagnent et qui m'ont accueilli ici. Et je ne vais pas oublier la fondation Konrad Adenauer qui nous a permis d'être ici ce soir et qui a su assurer la diffusion de l'ouvrage et qui a demandé que cet ouvrage soit distribué gratuitement à tout le monde. Donc je voudrais, si monsieur le représentant de la fondation, il est là, qu'il puisse recevoir toute ma gratitude et lui dire que ce qu'il a fait ou a commencé à faire, il doit poursuivre ça non seulement avec l'auteur mais également avec le CAFRAD pour que ce que la fondation fait, c'est vrai que c'est une fondation qui a un bureau ici au Maroc, mais il peut travailler également pour toute l'Afrique, puisque le Maroc même s'est engagé à transformer l'Afrique à partir des modèles marocains. Donc vous êtes au Maroc, vous devez suivre la dynamique comme moi je suis la dynamique. Je vous exhorte à le faire. Et mesdames et messieurs, à vos rangs de qualité, chers professeurs, chers étudiants, je voudrais également saluer votre présence et dire que, aussi nombreux que vous êtes témoins de l'importance du thème qui nous réunit ce soir. Dans ma vie, j'ai écrit déjà deux articles dans le sillage de ce que nous avons réuni ce soir. Le premier article que j'ai écrit en 2022 sur l'économie bleue, l'économie qu'on appelle encore l'hydrodiplomatie, sur l'économie bleue comme un nouveau paradigme de gestion durable des eaux et des océans en Afrique, qui a permis de faire un état des lieux exhaustifs de l'importance stratégique politique des mers et des océans en Afrique, tout ce qu'il y en a en Afrique, mais également de relever les défis auxquels les pays africains, surtout ceux qui partagent l'océan Atlantique, sont confrontés. Il y en a 23, notamment la pêche INN, la pêche où les grandes puissances maritimes viennent dans nos eaux pour pêcher, prendre toutes les ressources, ça, parce que nous n'avons pas les capacités pour intervenir, surtout en haute, même dans les eaux territoriales ou la zone économique inclusive, on n'a pas les moyens pour intervenir. J'ai souligné l'importance de ça, la piraterie maritime, l'insécurité, le sabordage, de plus en plus aujourd'hui, les cybercriminels commencent à attaquer également la logistique ou le fret maritime international. Autant de défis auxquels les pays africains sont confrontés. Et le dernier article que j'ai écrit, c'est l'année dernière lors du colloque, pour ceux qui étaient au colloque de l'Institut de l'aménagement à l'Université Mohamed V le 17 décembre passé, ça portait sur le droit de poursuivre en haute mer
de point les pays africains face à la géostratégie océanique. Donc ça fait les deux articles que j'ai écrits dans ce sens-là en abordant le point de mon cher doyen. L'ouvrage que nous allons présenter ce soir, je ne sais pas, je ne vais pas de le présenter, ça vous souhaiter la bienvenue, mais il est important de souligner que c'est un ouvrage qui a été bien écrit quand j'ai jeté, je n'ai pas fini de lire, quand j'ai jeté les coups d'œil il y a 2 ans. L'ouvrage a été bien écrit, les enjeux ont été bien posés et à travers la lecture que nous allons faire ce soir, je crois que l'auteur prendra nos recommandations pour en faire un autre ouvrage plus utile aux tous les pays africains. La lecture de ce soir, ce n'est pas une lecture au sens académique où on sort pour l'oublier, mais c'est une lecture qui va déboucher sur une pratique partagée en matière de gestion des océans en Afrique. Le modèle dont il a parlé, le modèle marocain, sur lequel également j'ai travaillé, constitue un modèle à partager puisque à travers l'initiative Atlantique Royale que Sa Majesté a mise en place, que Dieu l'assiste et le protège, est une initiative sur laquelle nous devons travailler ici. J'ai dit entre parenthèses au professeur Moussa que nous devons à partir du Maroc créer aujourd'hui ce qu'on appelle le cercle des lumières de l'Afrique. Donc je profite dans le micro qu'on m'a été donné que nous sommes en train de travailler à créer un cercle des lumières de l'Afrique. Donc tous ceux qui sont intéressés à travailler dans la lumière pour la transformation de l'Afrique peuvent intégrer ce cercle-là. C'est un projet que nous portons et nous voulons avoir des intellectuels pour transformer le continent africain. Donc ceci étant dit, je disais, l'initiative royale est une initiative sur laquelle nous devons travailler pour que cette initiative soit bien partagée, bien comprise par les pays africains qui vont dans leur intérêt. Nous avons de ressources halieutiques, nous avons des richesses et aujourd'hui, quand on parle de la lutte contre les changements climatiques, la mer constitue, ou les océans constituent un élément stratégique dans ces luttes en dehors du commerce international. Quand on parle également de l'intelligence artificielle, du numérique, la mer ou les océans jouent un rôle très stratégique parce que 98% de nos fibres qui permettent d'avoir la connexion Internet ou l'intelligence artificielle sont dans la mer. C'est pour vous dire qu'au-delà de ce qu'on connaît le commerce international, les échanges, tout ça, aujourd'hui, le rôle de la mer a beaucoup évolué vers un enjeu vital pour tous les États. Et vous avez, la dernière fois quand le président Macron parlait, dit pour être craint, il faut être fort, et pour être fort, il faut faire fort, et fort surtout en mer. Donc pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère que j'ai appelée la dernière fois le super-power, le pouvoir maritime, que les pays africains doivent développer pour être au rendez-vous, et nous voulons compter sur tous les intellectuels que nous sommes ici pour le faire. Donc voilà un peu mes mots introductifs. Encore une fois, c'est des mots de gratitude, de remerciement à l'endroit de tous les partenaires qui ont concouru à cette séance et surtout de ceux qui ont pu œuvrer dans les coulisses invisibles ou visibles qu'on n'a pas pu voir, et qui ont œuvré pour que cette cérémonie soit réalisée ce soir en vos rangs et grande qualité. Je n'ai oublié personne pour que personne ne se sente mal à l'aise. Donc je fais clin d'œil à tout le monde pour dire vous êtes dans votre maison, c'est la maison de l'Afrique, je suis l'intendant de la maison, c'est grâce au Royaume du Maroc que je suis là. Je vous remercie. Dans cet ouvrage. Alors, encore une fois, merci Stéphane Hoffner de nous avoir donné l'occasion tout d'abord de revoir les amis et surtout, à partir de cet ouvrage, essayer de dégager quelques principes généraux en matière de sécurité maritime dans notre pays et dans le monde aussi. Alors je te donne la parole et je me ferai un plaisir de t'écouter. Merci, cher Milo, pour ces petits mots de notre introduction. Mais merci pas seulement pour votre animation aujourd'hui et pour être notre modérateur, mais aussi merci pour ton préface. Parce que comme vous savez peut-être déjà, il y a une préface avant l'ouvrage et c'était écrit par Milo Turkili. C'est une excellente introduction dans ce sujet. Alors merci pour cette coopération aussi dans ce sens et merci pour ouvrir, pas seulement le jour aujourd'hui, mais ouvrir
toujours de livrer l'ouvrage pour nous. Je voudrais remercier premier moment aussi tous les intervenants qui sont présents aujourd'hui, parce que ce livre, c'est pas seulement écrit par M. Boussy pour donner des informations, mais c'est une base de discussion, c'est une base de réflexion. Nous voudrons travailler avec ce livre aussi pendant les prochains mois, intensivement, avec d'autres événements, d'autres formats, des tables rondes ou aussi des conférences sur ce thème. Et quand M. Boussy m'a proposé de faire la présentation aujourd'hui au Cap-Vert, c'est grâce à lui qu'on a découvert cette idée. J'étais immédiatement d'accord parce que ce sujet de la sécurité maritime, c'est pas seulement un truc pour le Maroc, c'était déjà évoqué, mais c'est un défi global et bien sûr africain. Et d'avoir ce premier événement sur cet ouvrage ici au Cap-Vert, une organisation africaine, c'est pas seulement symbolique, c'est riche en contenu et j'espère qu'on peut continuer de discuter les défis et les chances ensemble. Nous sommes une organisation allemande, européenne, et nous partageons pas seulement la mer Méditerranée, mais aussi l'Atlantique. Alors, ce titre qui est mentionné, perspective Atlantique-Méditerranée, ça c'est notre voisinage commun. Ce sont les deux mers européens africains et je pense que c'est absolument nécessaire de parler sur les défis et les chances ensemble des deux mers. Et le Maroc joue un rôle extraordinaire sur ça parce que la géolocalisation, mais aussi les capacités, les compétences du Maroc d'être cet médiateur entre les deux mers, les deux continents, les différents intérêts et perspectives, ça n'existe plus dans notre pays. Alors je pense aussi ici c'est l'endroit de discuter la sécurité maritime aussi en avenir. Nous sommes en train d'internationaliser aussi nos efforts dans ce sens. Nous voudrons inviter plusieurs intervenants, plusieurs experts au niveau international de venir au Maroc et de discuter le futur de la sécurité maritime au monde entier. Mais les plus grands remerciements sont bien sûr réservés pour M. Boussy. On a mis plus qu'un an. Nous sommes une organisation qui travaille beaucoup avec des chercheurs et quand j'étais arrivé ici, j'ai dit à mes collègues je voudrais faire quelque chose sur la sécurité maritime parce que ça c'est un truc de grande relevance pour nous en tant que fondation, mais c'est aussi une niche parce qu'il n'y a pas beaucoup d'organisations, de think tanks, des chercheurs qui travaillent sur cette thématique et je n'ai pas trouvé un livre, un ouvrage qui concentre sur ce thème ici au Maroc, qui est disponible. Quelques semaines après, j'ai fait la connaissance avec M. Boussy qui m'a dit qu'il est en train d'écrire un livre sur cette thématique. Alors c'était immédiatement un match. On a adapté les deux perspectives, on a agréé très facilement dans le contenu et grâce à sa qualité de livraison de cette recherche. On était tout à fait d'accord pour cette publication et ce résultat, c'est grâce à son haute qualité, son travail qui était, je sais ça, il a travaillé pendant les nuits et pendant les journées, 80 heures, presque chaque jour, l'année dernière, dans ses vacances, pour faire des recherches, pour faire des efforts, pour aussi d'être dans notre date limite pour la publication et je voudrais vraiment remercier M. Boussy pour ses efforts, c'est un grand travail et nous sommes très confidents de ce travail et on va continuer de travailler pour un autre ouvrage parce que ça c'est notre début maintenant ensemble et nous sommes en préparation de créer un autre ouvrage ensemble. Mais on va aussi prendre en considération vos interactions aujourd'hui pendant les prochains événements, vos remarques, vos questions, parce que ça c'est important de développer aussi le contenu un peu plus. Le
livre est gratuit, comme M. Lucky a déjà dit. C'est aussi disponible en ligne sur notre site web. Alors, il n'y a pas de frais pour tout ça. Utilisez ce livre dans vos universités, dans vos discussions. C'est vraiment pour enrichir des discussions et des débats et d'avoir une propre panorama. Merci à vous, merci à mes collègues et notamment un grand merci à mon collègue Aziz qui a lu tous les drafts, tous les contenus, qui a fait la mise en page avec l'imprimeur. Il a travaillé beaucoup de semaines sur ce livre aussi. C'est aussi un succès pour lui aujourd'hui de présenter cette publication. Mais profitez aussi d'aujourd'hui et des questions, clarifications à ce dossier. Merci à vous. Bonne chance. ايوا عزيزي سي ميلود انا اعتز بصداقتك وكلمات لطيفه التي قدمتها في حقي اتمنى ان اكون استحقها. Bon, je voudrais peut-être passer à la langue française pour Switcher vers le français, oui. Et je voudrais remercier un petit peu les organisateurs de cette belle rencontre, en fait, autour d'un ouvrage d'une importance et d'une actualité brûlante aujourd'hui. Ah oui. Et ce n'est pas par hasard que dans l'ouvrage, Siboussif dit que c'est l'avenir. Dans les siècles à venir, effectivement, l'économie bleue est sur la sellette. Je voudrais donc remercier le représentant du CAFRAT et le représentant aussi résident de la Fondation Konrad Adenauer et aussi l'aimable assistance. Je vois certains de mes étudiants, de mes profs, de mes amis, de beaux visages qui réchauffent le cœur. Et ça, c'est important. Je crois, dans le monde universitaire, on a besoin aussi de cette dimension ô combien importante, la dimension émotionnelle. Affectif. Oui. C'est vrai qu'on a affaire au savoir, et le savoir est parfois froid, neutre. On parle de l'objectivité. Il n'y a pas d'objectivité, il n'y a que ce que disait un jour un grand philosophe français qui s'appelle Lucien Codeman, on ne peut faire que le maximum d'objectivité subjectivement possible. Ça, on ne peut pas se dissocier de notre moi, de notre etc. Et on a besoin de cette interaction qui est fondamentale dans le savoir. Énormément de recherches ont montré, si besoin est, que l'intérêt généralement qu'on porte à certaines thématiques n'est pas seulement régi ni présidé par un souci scientifique. Il y a d'autres dimensions humaines qui interviennent dans cette équation. Je ne suis pas juriste, je suis désolé, je suis économiste de déformation, mais je vais avoir affaire à un ouvrage qui investit énormément dans le juridique. Bien sûr, pas seulement. C'est un ouvrage, je vous le dis sincèrement, qui m'a donné du fil à retordre, parce qu'il est complet, exhaustif, abordant une panoplie de thématiques avec beaucoup de rigueur. Et je comprends ce que disait monsieur le représentant tout à l'heure, de l'effort que cet ouvrage, dans son écriture et dans sa phase finale, ce qu'il a demandé de nuit blanche. Et ça, c'est une dimension qu'on ne voit pas généralement. Quand on produit un ouvrage, un article, c'est la quintessence d'énormément d'investissement en termes de temps, pas seulement, de recherche, etc., d'hésitation, etc. Et puis, maintenant que l'ouvrage est fait, il devient public.
Il devient public, ça nous appartient. Donc, on peut prendre énormément de liberté à le discuter. Et il est, je disais, un ouvrage d'une grande importance parce qu'effectivement, quand on voit un petit peu l'auteur de cet ouvrage, c'est aussi, il cristallise énormément de choses. Une expérience énorme. L'expérience d'abord du terrain, l'expérience de la réflexion, l'expérience aussi de son appartenance à des cercles qui discutent, qui commentent, qui réfléchissent sur la sécurité maritime. Et bien sûr, tout cela a fait qu'on aboutisse à cet ouvrage, qui est un ouvrage très didactique. Je dirais que didactique et fortement pédagogique, et cela est mis en relief par Similoud Loukili, envers duquel j'ai une grande estime par sa personne, par la chaleur qu'il dégage, et surtout de sa rigueur scientifique, et il le dit carrément, il le dit que c'est un ouvrage qui comble un vide. Tout à fait. On a besoin d'une réflexion assez approfondie de tout ce qui tourne autour de la mer. Il y a énormément de choses qui ont été écrites sur la mer. Mais cet ouvrage a cet avantage, cette qualité d'effectivement de faire la conjugaison de tous ces éléments-là pour nous le présenter. Dans cette préface, toujours, M. Loukili recommande l'ouvrage au public. Il ne dit pas le public universitaire, il dit le public, et je dirais grand public, pas spécialement les spécialistes universitaires, bien entendu. Tant l'ouvrage est bien documenté et constitue même un outil de travail précieux. Je dirais, et là, j'interprète c'est Loukili, puisqu'on en parle. Il me surprend en caractérisant le Maroc d'un pays, je le cite, tri-océanique. Ça, je trouve ça extraordinaire. Et ça mérite réflexion à ce niveau-là. Bien sûr, il y a la Méditerranée, la dimension atlantique, mais il y a aussi, et là, c'est un clin d'œil d'un grand spécialiste avec une réflexion out of the box. Il parle de Gibraltarien, le Maroc gibraltarien, par rapport à ce vis-à-vis que le Maroc a à l'égard. Et ça, c'est quelque chose. Ça demande beaucoup de finesse pour un peu viser cela. Bien sûr, maintenant, une fois qu'on a tout dit par rapport à ce Loukili, maintenant, l'ouvrage de Si Boussif, Mustapha, en fait, l'ouvrage, comme s'il était écrit à plusieurs mains. Quand on le lit, il passe d'un domaine à un autre, etc. Mais je voudrais, pour être un peu pas très rébarbatif, juste repérer ce qui me paraît fondamental dans cet ouvrage. Bien sûr, on n'est pas dans un jury de soutenance ici. On est on est un peu... Personnellement, je suis novice dans ce domaine-là, mais je voudrais repérer ce qui me semble être des points d'orgue dans cet ouvrage. Le premier point, c'est quand on parle de la mer, de cette sécurité maritime, force est de constater que ce qui brille par son absence, c'est une gouvernance globale. Oui. C'est un domaine, enfin, c'est une thématique de la plus haute importance.
Où est cette gouvernance collective? C'est comme ce chef d'orchestre qui mettrait un petit peu l'ordre dans ce qui se fait pour qu'on ait une partition harmonieuse. Je crois que par rapport à la mer, par rapport à ce qui existe, aux activités liées plus ou moins à la mer, à l'insécurité, à tout ce trafic légal, illégal concernant la mer, on a parfois du mal à repérer qui a la crédibilité, qui est à même de dire, et je dis dire au sens sémantique du terme, dire ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait. Je crois que nous sommes orphelins à ce niveau-là, au niveau d'une instance à même d'avoir la crédibilité pour mettre de l'ordre dans un monde caractérisé par un peu l'anarchie, parfois les excès, les écarts, par la force, par la puissance, lesquelles puissances font fi même de l'entendement, sans aller vers le droit à proprement parler. Ça, c'est une dimension qui me semble importante. L'autre dimension, non moins importante par rapport à l'Afrique, c'est que je crois, et le Maroc aussi, on a longtemps négligé la mer. Nous avons une culture terrienne, au sens physique du terme. Nous avons toujours vu l'Afrique de l'extérieur à l'intérieur. Et il est temps aujourd'hui de renverser la vapeur pour saisir les nouveaux enjeux, surtout qui nous sont imposés à notre corps défendant parfois. Nous avons besoin, sachant que, vous savez, juste pour ouvrir une parenthèse, au début du XXe siècle, avant la colonisation, nous avions eu un ministère des Affaires étrangères qui s'appelait comment? Wazir al-Bahr. Et ça, c'est aussi, ça révèle des choses, parce que, en fait, l'extérieur, c'est quoi? C'est tout ce qui vient en dehors de la mer, au-delà de la mer. Et ça, et même, je dirais même dans le même ordre d'idée, que la révolution industrielle n'a pu avoir lieu qu'à partir du moment où on a découvert les Amériques. C'est les Amériques qui ont généré ce flux de métaux précieux, cet enrichissement de l'Europe, et grâce à des leviers sans lesquels on n'aurait jamais pu découvrir les Amériques. C'était la boussole, 2, les bateaux à caravelle, qui avaient ces bords très hauts, qui arrivaient à faire face à de grandes hauteurs des vagues de l'Atlantique. Ce sont les 2 éléments qui ont un petit peu... Mais ça, ce n'est que des outils de découverte. Mais le vecteur principal, le motif principal, c'était quoi? C'est d'éviter que les bateaux européens, surtout portugais et espagnols, passent par la Méditerranée. Pourquoi? Parce que la Méditerranée, la découverte des Amériques, c'est 1492. La prise de Constantinople, c'est 1453. Tout à fait, tout à fait. Et les Ottomans commençaient à être les maîtres de la Méditerranée, et puis tout bateau se devait de payer un droit de passage. Et les épices qu'on importait des Indes devenaient très chères lorsqu'ils arrivent à destination au Portugal et en Espagne. Donc, le pari de Christophe Colomb, c'est au lieu d'aller vers l'Est, il est allé vers l'Ouest, croyant qu'il allait arriver directement aux Indes. D'ailleurs, la découverte des Amériques, qui n'était pas connue à l'époque, on continue à appeler
les habitants qu'on a exterminés entre-temps, les Amérindiens. Oui. Et je dirais même, jusqu'à la mort de Christophe Colomb, il croyait dur comme fer qu'il était aux Indes. Ça, c'est pour la petite histoire. Mais ça, c'est important pour la mer. La mer a joué un rôle très important dans tout ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est une dimension très importante, etc. Maintenant, on parle de l'Afrique. On parle du Maroc. Et là, je voudrais aussi joindre ma parole à celle de Si Boussif lorsqu'il a abordé ce que nous possédons en tant qu'Africains pour effectivement faire valoir notre rôle sur l'échiquier international. Je crois savoir qu'aujourd'hui, la voix de l'Afrique à ce niveau-là est une voix à peine audible. Parce que nous n'avons pas une flotte. Et maintenant, je parle du Maroc, mais ce qui est valable pour le Maroc est mutatis mutandis, valable pour les autres pays, à des degrés plus ou moins différents. Nous avons la malchance en Afrique et au Maroc d'avoir une flotte navale sous pavillon marocain quasiment caricatural. Nous avons essayé de faire un effort en 1973, lorsqu'on a essayé de maroccaniser. À l'époque, on a réussi à avoir un certain nombre de bateaux marocains. La Comanave, essentiellement, a joué un rôle très important, et autres. Et puis, voilà, en 1983, nous avons tourné la page de la marocanisation et on a ouvert la voie, on a laissé tomber notre arsenal naval. Et ça, c'est une erreur fondamentale, politique, impardonnable. Parce qu'aujourd'hui, nous continuons à subir les conséquences de cette époque. Ça fait une quarantaine d'années. Vous savez ce que cela nous coûte, le transport des personnes à l'égard du Maroc, tout le coût économique du transport maritime, 2 milliards de dollars. C'est une hémorragie. C'est pas normal. Je ne voudrais pas, je ne voudrais pas vous alourdir avec des chiffres, des statistiques. Je ne crois pas que ce soit le moment opportun pour ça. Mais sachez que pour faire entendre sa voix et pour imposer son point de vue, ou du moins être un partenaire crédible, il est de la plus haute importance d'avoir les outils, les moyens de cette ambition. Ça, c'est incontournable. Et ça, c'est aussi quelque chose de fondamental qui a été signalé. Je ne reviendrai pas là-dessus. L'autre élément important de cet ouvrage, c'est l'accent qui a été mis sur la dimension théorique. Et j'étais très heureux d'entendre, juste en discutant en aparté avec monsieur le représentant résident, qu'il y a un ouvrage qui est en préparation, qui va s'attaquer à la doctrine. La doctrine maritime, c'est très important. Mais malgré cela, dans cet ouvrage-là, et surtout, là, c'est lorsqu'on parle sur le plan théorique, vous avez, à juste titre, la page 74 et autres, vous avez mis l'accent sur, effectivement, les grandes écoles théoriques de pensée par rapport au monde global et au monde maritime en général, en faisant la distinction très intéressante. Et là, je m'adresse plus particulièrement à nos chers étudiants et chercheurs. Cette distinction entre l'approche réaliste ou néo-réaliste, qui est malheureusement, c'est elle qui s'impose
en tant que pratique à l'échelle internationale et dans le monde maritime en particulier. L'école libérale, très proche des textes, de la doctrine en tant que telle, qui reste optimiste, mais on voit un petit peu aujourd'hui cette approche idéale ou idéaliste ou libérale, une approche en porte-à-faux par rapport à la réalité d'aujourd'hui. Mais c'est toujours intéressant, bien sûr, le droit. C'est pas parce qu'il y a des puissances, il y a des acteurs publics et autres qui ne respectent pas le droit qu'on n'a pas besoin de droit. On a besoin de militer pour que ce droit soit mis en œuvre. C'est fondamental. On a besoin de faire la plaidoirie de ce droit. On a besoin de crier haut et fort que ce droit, c'est ce qui constitue notre socle aujourd'hui. Et il doit être, bien sûr, préservé. Mais surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'accent qui a été mis sur le constructivisme, qui est une approche tout à fait nouvelle dans la littérature des relations internationales. Le constructivisme, qui est une approche qui se situe à équidistance par rapport à l'approche réaliste et à l'approche idéaliste, en mettant l'accent sur l'identité, sur tout ce qui fait la particularité des acteurs, à la fois par même leur histoire, leur culture, etc. Et ça, c'est une dimension très importante. Et moi, je crois savoir que ça, c'est une dimension à creuser davantage parce que ça va éclairer la recherche. Moi, je voudrais aussi vous interpeller, mais ça, dans le cadre de vous dites à la page 261, vous parlez de la diplomatie marocaine. Vous la caractérisez par 3 éléments importants, par la conservation, l'optimisation et la contribution à la gouvernance juridique, etc. Je voudrais avoir plus d'éclaircissement à ce niveau-là, une fois que vous aurez à prendre la parole. Avant de passer à des éléments un peu conclusifs, juste une idée lorsque vous avez abordé la question de Ceuta et Melilla, à la page 272. Cette partie, j'ai l'impression que vous êtes resté très, très prudent. Bon, ça nécessite peut-être un travail sur les conditions d'occupation de ces enclaves, parce que la prise de cela est venue parce que le Maroc était dans l'incapacité d'avoir un même dialogue, la même puissance pour l'aboutissement de la situation de cette... Bien sûr, c'était dans les siècles avant. Alors, en conclusion, à titre télégraphique, rapidement, je ne veux pas monopoliser la parole, cet ouvrage soulève des questions d'importance. D'abord, la sécurité maritime. L'auteur a effectivement, à juste titre, a montré la multidimensionnalité de cette notion. C'est très important. Cette notion fait intervenir et l'environnement, et le soft power, et la smart power, etc. Ça, c'est important. Ça, c'est au niveau, disons, maintenant, méthodologique. De même, l'ouvrage a mis l'accent sur la maîtrise de la mer, qui a un certain nombre de conditions sans lesquelles on ne peut pas être un acteur, et je le répète. De même, toute souveraineté maritime d'un pays passe par sa capacité à maîtriser les leviers de cette puissance maritime. En l'occurrence, la flotte, l'industrie navale, l'expertise, etc. Et je crois que le Maroc, aujourd'hui, suite au discours de Sa Majesté le Roi, va dans ce sens-là. Et de même, l'auteur a eu l'avantage de montrer cette relation étroite. À l'époque, on disait relation dialectique entre la puissance et la sécurité. Ça, c'est aussi... et
il y a un concept très important, la maritimisation. La maritimisation, c'est-à-dire l'importance de la mer dans tout projet de développement. C'est-à-dire que ce n'est plus la cerise sur le gâteau. Ça a été toujours le cas, la mer. Maintenant, avec la maritimisation, c'est-à-dire l'importance de la mer en tant que, disons, axe transversal de tout projet de développement. Ça, je trouve que c'est extraordinaire. Bien sûr, vous parlez aussi de la mondialisation. C'est un jeu de mots aussi, c'est-à-dire la maritimisation à l'échelle internationale. Alors maintenant, l'avenir. L'avenir, ça a été dit, sera focalisé en grande partie sur l'économie bleue, sur la géopolitique maritime comme principal enjeu géostratégique. Et cela, permettez-moi de faire un clin d'œil à l'égard de Si Mohamed Snoussi, un de nos grands spécialistes prospectivistes, qui a écrit beaucoup de choses, des ouvrages ces derniers temps sur la prospection. Et on a besoin dans le monde académique aussi de se projeter sur l'avenir. Parce qu'on est, vous savez, généralement, et je parle de moi-même, autant on est à l'aise lorsqu'on parle du passé, du présent, etc. Lorsqu'on veut se projeter dans l'avenir, c'est pas dans notre culture. Pas dans notre culture, mais cet effort, pas seulement à tracer des scénarios, mais aussi c'est une science. Et là, je voudrais interpeller Simon Snoussi pour nous dire quelques mots par rapport à cela. Je termine par une idée, un mot par rapport à l'Afrique. Et là, on a la chance d'avoir un représentant du CAFRAD. Il est temps que l'Afrique ne continue plus à agir en ordre dispersé. Ça nous a coûté très très cher, le fait que chaque pays, c'est vrai qu'aujourd'hui, 90% des problèmes de l'Afrique sont hérités du passé. C'est des problèmes à caractère frontalier. C'est des frontières qu'on a héritées d'une période, la colonisation, et la colonisation, nous n'avons pas été suffisamment vigilants à l'époque parce que l'Occident, les anciennes puissances coloniales ont réussi à introduire quelque chose qui nous handicape aujourd'hui, c'est l'intangibilité des frontières héritées de la période coloniale. L'intangibilité des frontières héritées de la période. Alors on sait comment les frontières ont été tracées. Abstraction faite de la réalité ethnique, etc., etc. Nous vivons aujourd'hui cela. Et lorsqu'on me dit, oui, vous continuez à parler de la colonisation après 60 mois, oui, on continue à parler parce que ce sont des boulets qu'on est en train de traîner avec nous et desquels on n'a pas réussi à se départir. Voilà, l'Afrique, bien sûr, et je termine par là, doit compter sur l'Afrique, mais encore faut-il avoir les moyens de cette ambition. Et surtout, il faut aller ensemble pour aller loin. Je vous remercie de votre attention. اسمحوا لي أولا قبل أن أنتقل إلى اللغة الفرنسية أن أقدم لأخي وشقيقي الأستاذ عمور تعازي لقد فقد أمه في هذا الأسبوع فأسأل الرحمة لوالدته والصبر. الأستاذ إلى جاء خطر أنطلبوا إذا كان ممكن الفاتحة بغيتوا لكم. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, mes chers collègues, mon frère, mon compagnon, Stade Fouad Amour, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'abord d'ouvrir
ma lecture, par ma gratitude aux organisateurs de cette initiative scientifique et à monsieur, mon frère, le docteur Boussif Mustafa, pour son ouvrage La sécurité maritime du Maroc, enjeux, défis et perspectives dans l'espace méditerranéen atlantique, qui représente, à mon sens, une contribution majeure aujourd'hui et qui souligne l'importance d'un débat sur la question, qui dépasse largement la simple dimension maritime, pour toucher bien sûr aux questions de souveraineté, aux questions d'influence que vous avez soulevées dans votre ouvrage et aux questions de développement. L'approche, mesdames, messieurs, que je vous propose, c'est une approche descriptive. C'est une approche analytique. C'est une approche prospective et stratégique. Il ne s'agit pas d'un résumé de l'ouvrage, mais d'un exercice de lecture critique, visant d'abord à interroger le choix conceptuel et les hypothèses stratégiques de l'auteur. Deuxièmement, identifier les tensions, les limites et les horizons ouverts par le Maroc. Et enfin, mettre en perspective les dynamiques comparatives régionales et globales. Alors, toutes ces questions, vous l'avez soulevées dans votre ouvrage très intéressant et actuel. Alors, pour structurer, bien sûr, cette approche, je m'appuierai sur 3 paradigmes stratégiques. Alors, d'abord, premièrement, la sécurité maritime comme projet stratégique national. Secondo, la sécurité maritime comme espace de recomposition de l'ordre sécuritaire maritime. Et troisième paradigme, la sécurité maritime comme levier différencié de puissance et de médiation internationale. L'ouvrage a touché à plusieurs dimensions, ce qui suscite vraiment un débat national sur cette question. Alors, ces 3 paradigmes nous permettent de passer une lecture analytique de l'ouvrage et à une réflexion stratégique sur l'avenir maritime du Maroc. Alors, je commence par la première question qui a été soulevée dans cet ouvrage. D'abord, l'ouvrage a souligné dans l'un de ses chapitres l'ambition stratégique affirmée du Maroc, mais encore en quête de singularité comparative. L'ouvrage propose une lecture ambitieuse de la sécurité maritime du Maroc, pensée comme un vecteur structurant de la projection stratégique du royaume dans l'espace méditerranéen atlantique. Alors cette posture
marque une rupture claire avec la conception strictement défensive, strictement technico-opérationnelle. C'est très important de la sécurité maritime. Et l'inscrivant dans une vision géopolitique. Une vision géopolitique élargie. Alors, intégrant les dimensions de souveraineté, les dimensions de développement économique et la dimension de l'influence régionale. Alors, dès les premiers chapitres d'ailleurs de l'ouvrage, la mer apparaît ainsi non plus comme un espace à sécuriser, mais comme un espace stratégique à structurer. C'est très significatif. Au cœur des ambitions géopolitiques du Maroc. Alors, cette ambition mérite d'être soulignée. Cette ambition mérite d'être soulignée tant elle témoigne un changement de niveau analytique et doctrinal que vous avez souligné dans votre message dans la manière de penser la sécurité maritime nationale. Toutefois, cette affirmation stratégique ouvre immédiatement un questionnement. Alors, c'est un questionnement central qui servira de fil conducteur à la suite de ma propre lecture. En quoi je m'interroge, je m'interpelle suite à cette lecture. En quoi cette ambition se distingue-t-elle de manière comparative des trajectoires suivies par d'autres puissances maritimes, régionales ou émergentes? Deuxième élément qui a été très souligné dans l'ouvrage, limitation de l'ordre sécuritaire maritime, rupture paradigmatique ou reconfiguration adaptative. S'agit-il d'une adaptation ou il s'agit d'un paradigme vraiment qui assure une rupture dans l'évolution de notre pays? D'ailleurs, dès le premier chapitre, une analyse fine des mutations contemporaines de l'ordre sécuritaire maritime, la diversification des menaces, l'hybridation des risques, la montée en puissance des auteurs non étatiques et retour de la conflictualité interétatique en mer. C'est très important, les questions qui ont été, c'est-à-dire, moi je passe pas au premier niveau de la lecture, c'est-à-dire en profondeur, pour dire vraiment ce que vous voulez dire à travers les messages contenus dans cet ouvrage. Alors cela nous amène directement à une question. Sommes-nous face à une rupture paradigmatique de l'ordre sécuritaire maritime ou à une adaptation progressive des doctrines classiques et à des niveaux stratégiques et environnementaux? L'analyse comparative permet d'ailleurs, dans votre analyse, permet ici de distinguer plusieurs trajectoires. D'abord, la militarisation assumée, les États-Unis et la Chine, à titre d'exemple, où la mer redevient un espace central de rivalité de puissance. Également, une question qui a été, qu'on peut en tirer de l'analyse, la sécurité coopérative et normative. C'est-à-dire l'Union européenne, particulièrement avec l'Union européenne, fondée sur la gouvernance que vous avez tellement développée
dans un chapitre à part. Le droit et les mécanismes multilatéraux, nous avons une fierté du Maroc, qui est notre professeur, c'est Miloud dans le droit maritime. Alors la stratégie hybride, vous avez également touché à cet aspect, combinant la dissuasion, combinant la coopération et la diplomatie navale. À titre d'exemple, on peut souligner l'expérience de la Turquie, de l'Inde, du Japon, comme modèle. Je suis obligé de poser la question sur ce. Où se situe précisément le Maroc dans ce spectre? Bien sûr, je m'adresse à vous. Ça va constituer l'objet d'un débat. Et je voudrais que le débat soit lancé à partir de cette séance pour continuer, Inch'Allah, après, dans les centres de recherche nationaux et régionaux. Alors, troisième élément qui a été souligné dans votre ouvrage, la sécurité maritime comme levier de puissance entre projection, crédibilité et limite capacitaire du Maroc. Alors, je suis fidèle à ce que vous avez écrit dans votre loi, parce que je l'ai lu 2 fois. Alors, bien sûr, l'un des apports majeurs de l'ouvrage réside dans la reconnaissance implicite de la sécurité maritime comme un outil de montée en gamme stratégique du Maroc. La mer n'est pas seulement un espace à sécuriser, mais un levier de puissance. D'ailleurs, le professeur Ammar a déjà décrypté le sens de la mer à travers les découvertes et à travers d'ailleurs l'histoire, quand le Maroc, c'est-à-dire englober les relations internationales sous le concept de Al-Bahr, yani Wazir Al-Bahr. Donc, peut-on parler ainsi peut-on parler de projection stratégique sans capacité crédible de dissuasion et de contrôle maritime étendu? Alors, normalement, si on cherche à approfondir un peu l'analyse, il faut encore poser d'autres questions dont relève particulièrement la question le paradigme du pluralisme doctrinal. Question à laquelle vous avez consacré tout un chapitre, pluralisme théorique, richesse analytique ou dispersion conceptuelle. Alors le deuxième chapitre d'ailleurs se distingue par la mobilisation simultanée de plusieurs cadres théoriques majeurs des relations internationales. Vous avez évoqué le réalisme, le libéralisme, le constructivisme. Alors ce pluralisme constitue indéniablement une richesse analytique dont je vous remercie. Alors, dans la mesure où il permet d'appréhender la sécurité maritime comme un champ multidimensionnel, à la fois espace de rivalité de puissance, de coopération institutionnelle et construction sociale de menaces. Alors, ce paradigme théorique, bien sûr, débouche-t-il sur une véritable synthèse opératrice, ou plutôt opératoire, ou demeure-t-il une juxtaposition analytique sans intégration doctrinale? Alors, le quatrième élément que vous avez bien développé, c'est la sécurisation des menaces hybrides.
C'est un terme, un concept que vous avez, par lequel vous avez enrichi encore la littérature dans ce domaine. Et je vous remercie parce que, bien sûr, ce n'est pas la peine qu'on parle de votre carrière, parce que vous êtes un spécialiste de la mer. Alors, cette construction discursive ou uniquement objectivation de risque. Alors, ce troisième chapitre analyse le processus de la sécurité, ou plutôt de la sécurisation et la montée en puissance des menaces hybrides dans l'espace maritime, allant des trafics illicites et de la piraterie au risque cybernétique. Alors, dans quelle mesure la sécurisation de certaines menaces relève-t-elle d'une construction discursive? Et dans quelle mesure repose-t-elle sur une réalité stratégique objective? Alors je passe au troisième élément que j'ai relevé de ma lecture dans votre ouvrage, la matrice des risques. La matrice des risques, c'est un outil d'anticipation, mes chers amis. C'est un outil d'anticipation stratégique. Il dépasse la notion via la photographie de la dame. La matrice de risque propose dans l'ouvrage constitue un apport méthodologique très notable et ce qu'elle permet à la hiérarchisation structurée des menaces maritimes. Toutefois, son potentiel stratégique dépend étroitement de sa nature opérationnelle. Alors je continue à poser des questions, parce que la question est beaucoup plus importante que la réponse. S'agit-il d'un instrument dynamique d'anticipation stratégique ou d'une simple photographie de risque à un moment donné? Alors bien sûr, la notion de la gouvernance a été également traitée dans cet ouvrage. La gouvernance maritime, que j'ai bien notifié par, s'agit-il vraiment d'un leadership structurant ou indépendance contrainte? Alors ce chapitre consacré à la gouvernance maritime africaine et marocaine, vous avez lié les deux dimensions, met en lumière une tension stratégique fondamentale. Le Maroc est-il envisagé comme un leader structurant de la gouvernance maritime africaine ou comme un acteur pivot inscrit dans une interdépendance sécuritaire contrainte? La page 223 dans votre ouvrage d'ailleurs. Alors, le modèle marocain esquissé dans l'ouvrage apparaît davantage fondé sur une approche diplomatique et normative, misant sur la construction du cadre coopération, sur le cadre de la légitimité institutionnelle et sur la médiation régionale. Toutefois, la capacité d'entraînement réel de ce modèle dépendra de sa traduction concrète en initiative opérationnelle, mécanisme de coordination et dispositif durable de gouvernance maritime. Alors, le septième élément, très intéressant, sur lequel l'auteur a construit son dispositif, c'est de la sécurité maritime et l'intelligence stratégique. Et c'est ma propre interprétation. C'est-à-dire l'intelligence stratégique maritime. Vous l'avez déjà évoqué.
Alors, un changement de niveau analytique dans votre analyse. Là où l'ouvrage pourrait aller plus loin, c'est dans l'articulation entre la sécurité maritime et l'intelligence stratégique maritime. Alors, dans ce contexte marqué par la guerre informationnelle, marqué par la compétition des normes, marqué par la surveillance des flux critiques, la sécurité maritime ne se joue plus uniquement en mer, mais aussi dans les systèmes d'anticipation, dans les capacités de veille stratégique. Monsieur le Président a salué les représentants de nos départements publics, du ministère, là. Je pense que ce rôle leur revient par excellence. Et pas uniquement à eux seuls, c'est-à-dire nos centres de recherche, nos étudiants-chercheurs sont invités à se soumettre à cette dynamique paradigmatique pour développer davantage ces questions, et également par la maîtrise du récit géopolitique. Il faut avoir un récit national, géopolitique de la mer. D'ailleurs, la citation du feu Hassan II qu'a cité le président, كلما اهتم المغرب بالبحر كلما تحققت قوته السياسية. وننظر إلى التاريخ ونقرأه قراءة عميقة. Alors le Maroc dispose-t-il aujourd'hui des instruments lui permettant de passer des sécurités maritimes réactives à une sécurité maritime anticipatrice et cognitive? Très important. Alors cette question ouvre une perspective stratégique féconde que l'ouvrage effleure, mais n'explore pas pleinement. Et bien sûr, vous êtes mon frère, je suis obligé de faire l'analyse. Alors la vision prospective que notre grand professeur et notre grand frère Siamor a évoquée, quelle vision prospective faut-il mettre en place? Pour vraiment mettre un dispositif de puissance maritime et de puissance, ou de puissance uniquement de puissance de médiation. Alors bien sûr, le premier chapitre, comme les autres chapitres, vous avez, chaque fois vous passez à ce terme, à ce concept, le Maroc a été comme, il est comme un acteur charnière entre l'Atlantique et la Méditerranée. Allongé sur 3500 km, occupant une position géostratégique très importante et singulière au niveau du détroit de Gibraltar. Alors bien sûr, cette projection s'inscrit dans une lecture, je veux dire réelle lecture géopolitique élargie, qui dépasse la seule dimension sécuritaire, pour intégrer les enjeux de connectivité, les enjeux de la circulation des flux et les enjeux de la gouvernance également maritime. Une interrogation stratégique majeure en découle de cette observation. Le Maroc aspire-t-il à se constituer en puissance maritime au sens classique, fondée sur la projection navale, la dissuasion et le contrôle des espaces maritimes, ou privilégie-t-il plutôt une posture de puissance de médiation maritime reposant sur la coopération, la facilitation des échanges et la structuration des cadres de gouvernance multilatérale? J'ai essayé, mes chers amis, de poser les questions que je souhaite faire l'objet d'analyse et
approfondir l'approfondissement, pas uniquement à notre assistance, mais au niveau particulièrement des jeunes chercheurs. Et enfin, je peux dire que l'ouvrage fait le choix assumé de maintenir cette tension ouverte, ce qui constitue à la fois une richesse analytique dont je vous remercie, en évitant toute lecture théologique ou prescriptive, et un point nodal de débat stratégique. Alors cette indétermination, toutefois, soulève une question opérationnelle centrale. En l'absence d'une clarification progressive de l'orientation maritime poursuivie, le risque est celui d'une dispersion de priorités et d'une dilution de la posture stratégique du Maroc. En conclusion, mes chers amis, je peux dire que l'ouvrage de notre frère Simstava constitue vraiment une richesse, un cadre d'analyse très ambitieux au choix de souveraineté maritime. Alors bien sûr, cet ouvrage, il met ainsi en tension permanente. Lorsqu'on tire la conclusion et on passe au stade de l'interprétation. Parce qu'il ne suffit pas de lire au premier niveau de lecture. Il faut approfondir, il faut approfondir. Alors, le pluralisme théorique et la nécessité d'une cohérence doctrinale. Secondo, la sécurisation des espaces maritimes et leur gouvernance normative. Tertio, le diagnostic stratégique statique et l'anticipation dynamique. Et quatrièmement, l'ambition du leadership régional et les contraintes de l'interdépendance internationale. Enfin, la valeur stratégique de l'ouvrage réside précisément dans cette capacité à assumer ces tensions non comme une faiblesse, mais comme des composantes structurelles de toute politique maritime crédible dans un environnement géopolitique complexe. Alors, la sécurité maritime n'y apparaît pas comme un état figé, mais comme un processus continu de production de sens. Et j'insiste sur la production du sens. Cela relève de nos stratèges, particulièrement dans ce domaine. إنتاج المعنى بحيث لا سياسة بدون معنى ولا نصر بدون معنى والعالم الآن كما ذكر أستاذنا آخر كتبي حول عالم ما بعد طوفان الأقصى مفارقة الغرب ونهاية النظام الدولي. Le monde après le déluge de l'Aqsa, c'est la complexité de l'Occident et la fin de l'ordre international. Alors bien sûr, cette valeur dans ce point de vue, l'ouvrage réussit à proposer un cadre analytique. Je vous en remercie au nom de cette assistance. Robuste, articulant de manière cohérente et Jean-Philippe les concepts stratégiques, les dynamiques géopolitiques, et une vision prospective structurée. Il affirme avec force que la mer n'est pas un simple prolongement géographique. Et nous avons un spécialiste des études géographiques, c'est Merki, avec nous, ou de souveraineté marocaine, mais devient un espace central de projection de l'influence, de l'autonomie stratégique et du positionnement international du royaume. Et je vous remercie.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بطبيعة الحال سعيد اليوم بأن أوجد في مقر الكفرات هذا البيت الإفريقي الذي يجمعنا جميعا، وسعيد أكثر بأن أساهم في قراءة كتاب الفضيل مصطفى بوسيف. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour donner des leçons, ni des conclusions, ni même poser des questions. L'objectif, c'est d'approcher le grand public le contenu de ce très important ouvrage. Mais avant ça, permettez d'exprimer mes remerciements les plus sincères à celles et ceux qui ont rendu possible cette rencontre scientifique autour de la sécurité maritime au Maroc. Je tiens tout d'abord à remercier l'institution qui nous accueille aujourd'hui, et plus particulièrement son directeur, M. Assobé Kofi Dieudonné, pour son engagement en faveur du débat intellectuel, son soutien aux initiatives de réflexion stratégique en Afrique. Mes remerciements vont également à la Fondation Konrad Adenauer qui parraine cette activité et qui a accompagné la publication de cet ouvrage. Je souhaite à cet égard saluer tout particulièrement M. Steven Hoffner, représentant résident de la Fondation au Maroc. Enfin, je voudrais adresser une reconnaissance toute particulière à l'auteur de cet ouvrage, le docteur Mustapha Boussif, qui m'a honoré en me confiant cette lecture. Au-delà de la qualité scientifique de ce travail, je souhaite rappeler qu'il est également membre des forums africains de développement et de recherche géographique et stratégique au sein de la faculté des lettres et des sciences humaines de Rabat. Ici, il est aussi membre de l'équipe pédagogique du master en géographie économique et politique à l'université Mohamed V, et je dois aussi saluer la présence de nos chers étudiants de ce master. Aussi, je remercie mon collègue, Dr Anwar Mzrou, je n'ai pas cité le nom dans le programme, mais qui est notre rapporteur pour cette journée. Merci d'accepter cette mission, merci beaucoup. La publication de l'ouvrage consacré à la sécurité maritime marocaine s'inscrit dans un contexte particulièrement sensible au niveau international, régional et national. On y observe une rivalité exacerbée au niveau international entre les grandes puissances pour la maîtrise des mers et des océans, ainsi que pour le contrôle des routes et des détroits maritimes structurant des routes du commerce international transporté par voie maritime. Dans un monde d'intérêts imbriqués et des économies fortement interdépendantes, c'est dans ce cadre que s'explique la forte présence navale des États-Unis d'Amérique à travers leur flotte militaire et commerciale. Les efforts de la Chine pour constituer une flotte de porte-avions de fabrication nationale, y compris à propulsion nucléaire, ainsi que le déploiement par la Russie d'une imposante flotte de brise-glace dans l'Arctique et d'une flotte de sous-marins. Les puissances régionales ne ménagent pas non plus leurs efforts pour tenter d'affirmer leur contrôle sur les espaces maritimes, y compris en mer Méditerranée, tandis que la France et la Turquie rivalisent dans la production de porte-avions de grande capacité. Le Royaume-Uni maintient sa souveraineté sur Gibraltar. Par ailleurs, l'Égypte et l'Algérie s'emploient à moderniser leurs forces navales, notamment par le renforcement de la multiplication de leur flotte de sous-marins non loin de la région. L'Iran menace régulièrement fermer le détroit d'Ormuz et mobilise ses relais pour entraver la navigation maritime en mer Rouge, en particulier au niveau du détroit de Bab el-Mandeb. Au plan national, le Maroc a opté pour une voie différente
et mesurée afin de consolider sa présence maritime en l'inscrivant dans une logique économique et de développement. Il tire parti de sa position géostratégique exceptionnelle à la jonction de la mer Méditerranée et de l'océan Atlantique, en valorisant cet atout à travers le développement des complexes portuaires Tanger-Met, premier port d'Afrique et de la Méditerranée, ainsi que des ports Nador, Westmed, appelés à entrer en service avant la fin de l'année en cours, sans négliger la sécurisation de ces projets structurants grâce à la base navale royale de Ksar. La pensée stratégique marocaine sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, œuvre à transformer le Maroc d'une puissance essentiellement continentale terrestre en une puissance maritime, afin de renforcer les liens et les interactions entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques. La dimension atlantique bénéficie d'une attention équivalente, notamment à travers le projet du port d'Afla Atlantique. Cependant, la production académique nationale demeure encore limitée en matière des études stratégiques et sécuritaires maritimes. C'est précisément dans cette perspective que s'inscrit l'importance et la valeur de l'ouvrage sur la sécurité maritime marocaine que nous présentons aujourd'hui, appelé à contribuer significativement à combler ces déficits. Cet ouvrage s'inscrit dans une ambition claire, penser la sécurité maritime du Maroc comme un système stratégique global à la croisée de la géographie politique et de la géostratégie, du droit international et des nouvelles théories de la sécurité. Loin d'une approche strictement navale ou sécuritaire, au sens étroit, l'auteur propose une lecture intégrée, multidimensionnelle et résolument géostratégique de l'espace maritime marocain. La thèse centrale de cet ouvrage est que la sécurité maritime n'est plus un sous-champ de la défense, mais constitue désormais un pilier structurant de la souveraineté, de la résilience et de la projection stratégique du Maroc, tant à l'échelle régionale qu'internationale, dans un contexte marqué par la multiplication des menaces hybrides, la fragmentation des cadres de gouvernance et la montée en puissance des économies maritimes. L'auteur démontre que la mer devient un espace de recomposition du pouvoir où se joue simultanément sécurité, développement et diplomatie. La première partie de l'ouvrage pose les fondements théoriques et conceptuels de la sécurité maritime contemporaine. Elle opère une mise en perspective critique de l'ordre sécuritaire maritime mondial en montrant comment la mer s'impose à la fois comme voie d'échange, source de richesse et espace stratégique à sécuriser. L'intérêt scientifique majeur de cette partie réside dans la mobilisation croisée des approches théoriques permettant de dépasser les lectures binaires et de proposer une matrice transversale de la sécurité maritime. L'auteur introduit également des notions clés telles que la sécurisation, la distinction entre sécurité et sûreté, ainsi que le concept de Smart Sea Power qu'il adapte au contexte afro-marocain. La deuxième grande contribution de l'ouvrage consiste à élargir le champ de la sécurité maritime aux dynamiques économiques, écologiques et technologiques. La mer n'est plus seulement un espace à défendre, mais un espace à gouverner, à valoriser et à protéger. L'analyse des vulnérabilités africaines et marocaines, qu'elles soient écologiques, halieutiques, migratoires, technologiques ou criminelles, permet de montrer que la sécurité maritime est indissociable de la sécurité alimentaire, de la sécurité énergétique et de la connectivité logistique mondiale. La troisième partie de l'ouvrage analyse les modes de gouvernance de la sécurité maritime, en particulier au Maroc. L'auteur y développe une lecture originaire de la transition de la défense globale vers la sécurité globale, articulée autour d'une grande stratégie maritime. L'étude de l'architecture institutionnelle de la base navale de Ksar Sghir et de la montée en puissance des capacités navales marocaines illustre une volonté d'autonomisation capacitaire progressive
tout en maintenant une forte insertion dans les réseaux de coopération internationale. La diplomatie navale et maritime est ici analysée comme un véritable levier de souveraineté, incarnant une approche pragmatique du Smart Sea Power à travers les partenariats avec l'OTAN, les États-Unis et les initiatives africaines. Enfin, l'ouvrage se distingue par une vision prospective affirmée qui dépasse le cadre strictement national, le détroit de Gibraltar, la Méditerranée occidentale et l'Atlantique africain sont pensés comme des espaces de projection stratégique où le Maroc se positionne en trait d'union géopolitique entre l'Afrique, l'Europe et le Sud global. L'analyse des corridors de l'initiative atlantique africaine et du désenclavement du pays du Sahel confère à cet ouvrage une portée géostratégique majeure, faisant de la sécurité maritime un outil de co-développement, de stabilité régionale et de construction d'une identité atlantique africaine. En définitive, cet ouvrage apporte une conceptualisation renouvelée de la sécurité maritime adaptée aux réalités africaines, une lecture intégrée articulant sécurité, économie bleue et diplomatie, une analyse stratégique du Cap marocain comme laboratoire régional de gouvernance maritime est une vision prospective structurée, rare dans la littérature sur la sécurité maritime au Maroc. On pourrait toutefois formuler quelques pistes de débat et d'approfondissement. L'ouvrage privilégiait de manière assumée une lecture stratégique et étatique de la sécurité maritime, centrée sur la souveraineté, la puissance et la gouvernance institutionnelle. Cette approche gagnerait à être prolongée dans de futurs travaux, deuxième partie de notre ouvrage, par une analyse plus fine du rôle des acteurs non étatiques, notamment les communautés littorales, les opérateurs privés, les ports comme espace sociopolitique ou encore les dynamiques locales de résilience maritime. Par ailleurs, si la dimension africaine et atlantique est fortement structurante, une comparaison systématique avec d'autres puissances maritimes émergentes du Sud, en Amérique latine ou en Asie, permettrait d'élargir encore la portée comparative du modèle marocain. Enfin, les mutations rapides liées à la transition énergétique, à l'intelligence artificielle maritime et à la militarisation croissante des espaces maritimes ouvrent des perspectives de recherche prometteuses, appelant une actualisation continue des cadres d'analyse proposés par l'auteur. J'aurais souhaité, en tant que géographe, proposer une lecture géographique et cartographique approfondie de l'ensemble des figures, schémas et illustrations riches et variées mobilisées par Dr Bossif. Toutefois, le temps ne m'a pas permis de le faire, peut-être dans un avenir proche, à l'occasion d'une autre rencontre et d'une nouvelle lecture, car cet ouvrage mérite assurément plus de lecture. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Malki, pour cette lecture particulièrement intéressante, qui a, dans un premier temps, elle a placé l'ouvrage dans le contexte, notamment le contexte international. C'est un contexte en pleine turbulence et l'espace maritime connaît incontestablement, et vous l'avez très bien dit, connaît des remous, que ce soit au niveau du Proche-Orient, en Méditerranée, surtout en Méditerranée orientale, ou en mer de Chine, dans le golfe de Guinée également. J'ai appris avec beaucoup de satisfaction le fait d'avoir mis en exergue les qualités de l'ouvrage. Incontestablement, et je suis d'accord avec vous, l'ouvrage il se singularise par une démarche, vous l'avez très bien fait de le souligner, une démarche qui est inclusive, intégrée, holistique
Et cela, bien entendu, donne à l'ouvrage beaucoup de force et beaucoup de pertinence. Et vous nous avez gratifié de quelques pistes de débat, et j'apprécie sincèrement. Notamment quand vous avez évoqué, à l'occasion d'un futur forum, l'occasion qui nous permettra de mettre l'accent sur le rôle des acteurs non étatiques. Je viens de sortir, avant de venir ici, d'une réunion préparatoire d'un grand colloque qui se dessine à l'horizon sur les clusters maritimes régionaux. Et c'est dire tout l'intérêt de se pencher sur cette problématique, le rôle des acteurs non étatiques dans une ambition, à savoir asseoir une véritable stratégie globale, intégrée, multidimensionnelle de la question de la sécurité, voire même de la question du maritime dans notre pays. Il n'est pas sans intérêt ici de rappeler que c'est un véritable serpent de mer. La stratégie maritime, tout le monde en parle, mais quand on veut définir les contours, quand on voit finalement où est-ce qu'on en est, on se trouve devant un trou noir. Déjà, et je louche vers mes amis du ministère, déjà en 1994, sous, je pense que c'était Yussi, qui était Premier ministre à l'époque. Un ami à nous commun, c'est Mohamed Rami. Il était conseiller de M. Yussi, et autour de l'ancien directeur des entreprises publiques au ministère des Finances, qui est devenu ministre, puis Wali à Agadir, Ben Saïd, on avait créé un comité d'experts sui generis qui avait pour mission de quoi faire, de remodeler le paysage maritime dans notre pays. Essayer de faire en sorte pour que le Maroc dispose d'une véritable stratégie maritime. Et nous avons travaillé, intuité personnée, mais vous savez, le problème dans notre pays, c'est que la continuité, dès qu'il y a un changement de gouvernement, un changement de ministre, un changement de responsable, c'est pourquoi un des messages, et je m'adresse surtout à mon frère et ami, c'est Anouar, c'est dans le rapport conclusif, le rapport de conclusion, il faudrait un appel pressant pour une réorganisation du champ maritime dans notre pays, pour une véritable renaissance maritime. Et ici, je sais gré à nos anciens élèves officiers élèves de l'ISEM, qui ont tout récemment pris l'initiative d'organiser ici même à Rabat un grand colloque, une rencontre, à l'occasion de laquelle ils ont décliné les grandes lignes d'une renaissance maritime de notre pays suite au discours royal